Ce soir à la situation économique en Europe avec cette question: comment concilier la rigueur et la croissance, repenser le modèle français, le rendre plus compétitif. Eh bien, c'est le défi qui attend aujourd'hui les politiques et on en parle ce soir. Je vous présente brièvement nos invités. Christian de Boissieu, qui est président du Conseil d'analyse économique, également professeur d'économie à la Sorbonne Paris 1. Christian Saint-Etienne, qui est membre également du Conseil d'analyse économique et professeur, vous nous disiez tout à l'heure, au Conservatoire national des arts et métiers. Voilà. Éric Heyer, qui est économiste à l'OFCE, directeur adjoint du département analyse et prévision, et Cédric Durand, qui est économiste, membre du collectif des économistes atterrés. Alors demain, il y aura un sommet social, un grand sommet social qui a été organisé donc par le chef de l'État, et il sera sans doute question donc de la TVA sociale, le gouvernement donc qui veut augmenter la TVA. Je vous propose d'écouter la réaction de François Chérec. Il est le secrétaire général de la CFDT, et pour lui, eh bien, la TVA sociale équivaut à un nouveau plan de rigueur. On l'écoute. Si vous augmentez la TVA de 2 ou 3%, c'est un plan de rigueur. Donc puisque vous augmentez l'impôt. Pour vous, la TVA sociale, une augmentation de la TVA, c'est un plan de rigueur. Bien sûr, une augmentation d'impôt qui provoque une baisse de la consommation, c'est un plan de rigueur. Je ne connais pas d'autres définitions. Christian Saint-Etienne, c'est un plan de rigueur, la TVA sociale? Je suis radicalement contre, et donc cette notion. Et pour la TVA sociale. C'est pour faire du suspense. Donc, si on revient sur ce point, ce que la TVA sociale, c'est comme la politique économique, ça peut être bien fait ou mal fait. La TVA sociale, elle doit servir uniquement à baisser les cotisations sociales sur le travail. Il faut rappeler qu'on a le coût du travail le plus élevé d'Europe et du monde actuellement. On est passé au-dessus de l'Allemagne et c'est le coût du travail le plus élevé du monde. Comme en plus on a un problème industriel, parce que c'était un point que je voulais dire précédemment, mais je vais juste le dire en incise. On a parlé de la coordination entre la rigueur et la relance, mais on a oublié de dire qu'on a un problème de modèle économique. Et donc nous avons des productions de moyenne gamme et nous avons des difficultés à vendre nos produits. Donc si nous avons simultanément le coût du travail le plus élevé du monde avec des productions de moyenne gamme, ben on vend plus et on a un déficit extérieur béant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui? Bien sûr que c'est ce qui se passe. Et donc pourquoi la TVA sociale? Alors j'ai quelques différences avec Éric. Sur la TVA sociale, il ne s'agit pas seulement de faire la compétition aux autres. Alors si on était d'ailleurs que sur ce sujet, on pourrait dire que les Allemands l'ont fait et que donc il n'y a pas de raison de s'abstraire de le faire parce que comme ils ont déjà un excédent extérieur, sinon on va crever. Sinon ça me rappelle Fontenoy, messieurs les Anglais tiraient les premiers, on avait quand même eu la première ligne française qui est tombée. Bon, on peut peut-être être un peu plus incisif. Alors donc, si on revient à la TVA sociale, ce que disait monsieur Chérec est faux. Si on fait vraiment la TVA sociale, on met effectivement 3 points de TVA au maximum de plus, ce qui permet d'enlever, par exemple, la cotisation salariée, la cotisation payée par les employeurs pour le financement de la protection de la famille, c'est 5,4% de cotisation. Si on enlève ces 5,4%, vous réduisez le coût du travail de 5%. Donc si vous... Mais est-ce que les Français sont... Pardonnez-moi ces questions, mais est-ce que les Français sont pénalisés? Non, mais je finis justement. Donc si vous faites ça, et si le système économique fonctionne, ou si on a peur qu'il ne fonctionne pas, si on a pris des engagements avec les employeurs pour qu'ils répercutent la baisse des cotisations sociales, vous aurez une baisse des prix hors taxes, ce que personne ne semble voir. Donc si le système fonctionne, vous avez une baisse des prix hors taxes, et donc vous n'aurez pas une augmentation des prix correspondant à la hausse de la TVA. Donc la TVA sociale, il faut que ce soit bien fait. Par ailleurs, et juste pour terminer, pour être complet, il y a des études qui sont faites en Angleterre et en Allemagne sur la TVA sociale, encore aujourd'hui. En Angleterre, il y a des travaux très intéressants qui montrent qu'effectivement, quand on augmente la TVA, ça peut avoir un effet nocif sur les classes populaires. On peut calculer ce que ça coûte. Dans le cas de la France, on sait que sur les 10 millions de ménages de familles populaires, nous aurons un coût d'une TVA sociale de 3 points de l'ordre de 200 € par an. Moi, je propose que si on devait faire la TVA sociale, il faut simultanément prendre des engagements, faire en sorte que les employeurs prennent des engagements pour réduire les prix hors taxes à due concurrence de la baisse des cotisations, et que simultanément, on compense les familles des classes populaires de cette hausse de 200 €, ce qui coûterait 2 milliards d'euros et ce qui rendrait le système à la fois efficace et équitable.
Voilà. Je vois froncer les sourcils. Effectivement, ça ne fonctionne. Ça fonctionne sous 3 conditions. Il faut effectivement qu'il y ait une perte de pouvoir d'achat. Et c'est là, je pense que tu as oublié de l'expliquer quand même. C'est que effectivement, même si les entreprises répercutent intégralement les baisses de charges dans les prix hors taxes, d'accord. Donc les prix TTC ne bougent pas, mais c'est les prix intérieurs. Mais les prix importés, eux, vont augmenter. Or, les prix importés, ça représente à peu près 20% de la consommation d'un ménage. Et donc, du coup, sur ces 20%, les prix vont quand même augmenter. Donc, de toute manière, une TVA sociale, c'est forcément inflationniste. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a bien une perte de pouvoir d'achat. J'ai dit que je compensais pour les classes populaires. Si tu compenses, dans un premier temps, ça doit être un jeu à somme nulle pour l'État, parce qu'effectivement, c'est pas un plan de rigueur. Si c'est fait à la française, si c'est fait à l'allemande, c'est un plan de rigueur. C'est-à-dire, si les hausses de TVA ne sont pas complètement compensées par les baisses de charges, c'est un plan de rigueur. Mais imaginons que ce soit une vraie TVA sociale. En 4, on a la chance de faire de la pédagogie. Donc alors, si c'est la vraie TVA sociale, c'est pour justement équilibrer les finances publiques. Si tu rajoutes des dépenses publiques, je suis pas sûr que dans l'état actuel des finances publiques, le gouvernement prenne ta deuxième proposition et on reste à la première proposition qui est pas très favorable. Juste en termes de pédagogie, si on fait la TVA sociale, c'est 32 milliards de recettes supplémentaires par les 3 points. Et la compensation, les 2 milliards que j'évoquais pour les classes populaires, font que vous avez en net 30 milliards d'euros de rentrées nouvelles qui financent la baisse la suppression de cette cotisation employeur-famille. Donc il y a une cohérence. Question de voiture. Pour ou contre la TVA sociale ? Je ne suis pas contre, c'est-à-dire je suis éventuellement pour 2 points, pas plus, de TVA. On ne peut pas à la fois parler tout le temps de convergence franco-allemande et creuser les écarts de TVA entre l'Allemagne et la France. Je rappelle que le taux normal de TVA est à 19%. En Allemagne, quand ils ont fait leur TVA sociale, ils sont passés de 16 à 19%. Et sur les 3 points de hausse de TVA, mais ils partaient de 16. Nous, aujourd'hui, on part de 19,6 si on fait de la TVA sociale. Et sur les 3 points de hausse de TVA, ils ont fait 1 point de TVA sociale et 2 points pour réduire le déficit public. Deuxièmement, ce qui a été dit par l'autre Christian est important, à mon avis, c'est-à-dire pour que ça marche, il y a des conditions sur le comportement des entreprises. Or, je rappelle que quand on a baissé la TVA sur la restauration, là, c'était l'inverse. Ça n'a pas créé d'emploi. Les professionnels, avaient pris des engagements de répercussion qu'ils n'ont pas vraiment globalement tenus. Donc, moi, j'attends, il faut là aussi que les entreprises soient totalement, responsables, si on veut bénéficier. Alors, nous, on doit être responsable. Et je veux juste dire un mot sur la TVA sur la restauration. C'était le seul secteur où il ne fallait pas faire ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas soumis à la concurrence internationale. Et que si on fait la TVA sociale sur l'ensemble de l'économie, ça sera soumis à la concurrence internationale. Cédric Durand. Non, la première chose, c'est que cette TVA sociale, elle fait partie d'un plan de rigueur, comme dans les autres pays. C'est-à-dire dans tous les pays, un des ingrédients des plans de rigueur, c'est la TVA, une augmentation de la TVA. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que au cas où ce soit véritablement compensé, donc que la rigueur ne soit pas intégrale, c'est en fait prendre dans la poche de la population, des consommateurs, pour mettre dans la poche des entreprises. Et c'est quelque chose qui est fait depuis 25 ans de manière très importante, systématique et qui correspond à une dégradation de la position des salariés et de la population en général par rapport aux entreprises et au capital. Et on n'a aucune garantie qu'il y aura des retombées positives en termes d'investissement, par exemple. La profitabilité des entreprises, c'est faux, je suis un radical. La profitabilité des entreprises a été très importante au cours des 15 dernières années. Et en début de cette profitabilité importante, on n'a pas d'investissement. On voit la même chose aux États-Unis, par exemple, avec des profits records dans les grandes entreprises et pas d'investissement. Aux États-Unis, mais pas en France. Donc, les profits sont importants. Se sont rétablis en France. Mais les entreprises moyennes françaises ont une rentabilité moitié moindre que les allemandes. Oui, mais le CAC 40 pèse sur l'économie de manière très importante. Et il n'y a pas d'investissement. Donc je pense que c'est important d'insister sur cette idée-là. 1, c'est quelque chose qui est un transfert de la population aux entreprises. Et 2, ce transfert, il n'y a aucune garantie qu'il ait un impact véritablement positif sur l'économie. S'il y a baisse des cotisations sociales et que la baisse se traduise par des baisses de prix hors taxes. Donc... Non, mais le cercle vertueux d'une TVA sociale, c'est comme une dévaluation. Il faut vraiment raisonner en dévaluation. Donc, dans un premier temps, c'est inflationniste. Donc, c'est vraiment la courbe en J qu'on apprend en première année de macro. Et effectivement, c'est le citoyen qui paye un peu plus. Et il faut attendre à peu près 6 à 9 mois pour que les effets du commerce extérieur l'emportent sur les effets négatifs du pouvoir d'achat. Et si ça fonctionne, encore une fois, l'avantage, c'est qu'il y a plus de croissance, donc plus d'emplois. Et donc, effectivement, c'est là où le pouvoir d'achat du citoyen augmente et le chômeur qui retrouve un emploi et lui
aura gagné. Donc c'est les insiders, les salariés qui étaient déjà en place, qui perdent un peu. Mais puisque le chômage baisse, c'est équitable. Ça peut être équitable. Mais ça, il faut, pour que ça fonctionne, il faut que les partenaires nous laissent faire, c'est-à-dire ne mettent pas en place une TVA sociale. Or moi, je pense que si on met une TVA sociale, les Italiens le feront, les Espagnols le feront. Et auquel cas, c'est pas gênant, parce qu'il faut que l'Europe dans son ensemble redevienne plus compétitive. Et oui, mais là, dans ce cas-là, il y aura une inflation et pas de gain de compétitivité. C'est un problème de TVA éventuellement européenne qui est un autre sujet et on n'en est pas là. Mais ce que je constate, c'est que nos voisins, effectivement, ont augmenté leur taux de TVA pour des raisons de réduction de déficit public. D'ailleurs, l'Italie, dans le plan de baisse du taux je termine. Dans le plan de Mario Monti, il y a une hausse très importante, mais pour l'instant, ça s'appelle pas TVA sociale parce que c'est pas un redéploiement du financement de la protection sociale. Bon, l'Espagne également, etc. Donc, il y a quelques années, on n'avait pas de marge de manœuvre par rapport à nos voisins, du point de vue du taux moyen. On en a une petite. Mais je répète, pour que ça marche, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Et moi, je suis très sensible au problème. Je veux dire, c'est pas moi qui parle tous les jours de convergence franco-allemande. On a dit qu'on voulait faire converger les taux de l'impôt sur les sociétés. J'ai pas inventé cette affaire-là. À la fois l'assiette et le taux. Alors, on fait converger le taux de l'IS, on fait diverger les taux de TVA. Il faut quand même savoir ce qu'on veut de ce côté-là. Et donc, je répète, je pense qu'il y a une marge, mais une marge de 2 points. Et il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui réclament des taux de TVA sociale augmentés de 4 ou 5 points. Ça me paraît totalement incompatible avec ce que je viens de dire. Sur ce point, on est d'accord. Ça ne peut pas être plus de 2 points ou 2 points. Justement, vous parlez de la convergence entre la France et l'Allemagne. Alors, on vend toujours ce modèle allemand, l'Allemagne qui a conservé son triple A. Est-ce que l'Allemagne est un bon modèle, Cédric Durand, et est-ce qu'il est exportable? Alors, l'Allemagne est un très mauvais modèle puisque c'est même en partie les politiques d'austérité salariale depuis 15 ans en Allemagne, la stagnation du coût du travail en Allemagne, qui explique la montée des déséquilibres en Europe. Et la généralisation d'une politique à l'allemande, c'est une course vers le bas en termes de standards sociaux au niveau européen qui se produirait. La deuxième raison pour laquelle l'Allemagne n'est pas un bon élève, c'est que finalement, si on prend la crise dans sa grande période, c'est-à-dire 2006 à 2012, on se trouve avec une Allemagne qui finalement retrouve à peine le niveau qu'elle avait en 2006 d'activité économique. C'est à peu près comme la France. Un taux de chômage, je crois, qui est de 5,5%. Bah oui, mais c'est quand même enviable. Évidemment, on a 9,3 en France, plus de 20% en Espagne. Mais à quel prix? Au prix de l'exportation du chômage dans le reste de la zone euro. On peut le dire de manière simple de cette façon-là. Donc on se retrouve avec cette politique allemande qui est la politique d'austérité qui se généralise. L'Allemagne est en train de gagner idéologiquement sur les politiques économiques à mener au cours de cette crise, mais cette victoire idéologique, elle se fait au prix de la possibilité d'une Europe au service de la population. Et c'est ça qui va éclater cette année. On a en gros une Europe qui est basée sur la concurrence et sur une règle de paralysie des politiques macroéconomiques avec la construction de l'euro. Il y avait une volonté en partie de l'Allemagne qui aujourd'hui est à l'avant-poste de conserver ce noyau européen, et ce noyau européen va éclater avec la récession dans laquelle on entre et les crises des dettes qui sont Vous êtes pas très optimiste là, donc vous pensez qu'il y aura une implosion de l'euro, de l'Europe? Je pense que les chances sont très élevées, évidemment c'est pas joué, mais les chances sont très importantes d'un éclatement de la zone euro dans l'année. Christian de Boissieu. Je pensais, c'est pour ça que je disais qu'au bord du gouffre, là au moins on est d'accord sur le diagnostic. Moi, mon pari, c'est que les Allemands, quoi qu'ils en disent, vont lâcher du lest. Alors, lâcher du lest, ça veut dire accepter que la BCE, la Banque Centrale Européenne, joue pleinement son rôle de prêteur de DRSOR. La BCE, elle porte aujourd'hui, j'allais dire 3 ou 4% des dettes souveraines de la zone euro. La Réserve fédérale porte 17% de la dette publique fédérale américaine. Voilà la différence. Donc si la BCE se comportait comme la Réserve fédérale ou la Banque d'Angleterre, les choses... Je ne dis pas que ça serait la solution à tous les problèmes que vous évoquez, mais ça serait au moins une condition nécessaire. Un mot, Christian de Boissieu. Est-ce que le modèle allemand est exportable? D'abord, est-ce que c'est un bon modèle et est-ce qu'il est exportable, ce modèle? Écoutez, il y a des leçons positives à en tirer. Je veux dire, il ne faut pas non plus faire du meilleur élève de la classe de son point de vue. Parce que le modèle dont on parle, en tout cas, il est bon pour l'Allemagne, jusqu'à présent. Pas pour les salariés allemands qui n'ont pas vu leur salaire augmenter depuis 15 ans. Ils ont moins de chômage, mais les salaires stagnent depuis 15 ans. Les deux comptent. Alors, je veux dire, taux de chômage, comparons le taux de chômage, c'est clairement, en général, les taux de chômage des jeunes. Je veux dire, les salaires, c'est très important, le taux de chômage aussi. Je veux dire, pour nos étudiants, c'est important de savoir ce qu'ils deviennent. Donc, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de critères de performance de l'Allemagne. Je n'ai pas dit que tout était bien en Allemagne. Et je pense que le débat que vous posez les uns les autres, c'est le problème de comment passer à des solutions coopératives en Europe, parce que ce qui est bon pour l'Allemagne est sans doute pas généralisable aux autres pays et pas nécessairement ipso facto bon pour l'Europe.
Éric Heyer, sur le modèle allemand. Il n'est pas complètement exportable dans la mesure où on n'a pas les mêmes problèmes structurels. Eux, ils ont une démographie. Nous, on est un pays vieillissant, mais alors l'Allemagne est un pays très vieillissant. Ils ont une population active qui baisse, et donc leur problématique est plus leur problématique de dette par PIB, par habitant, je veux dire. Parce que, effectivement, la soutenabilité de la dette allemande est un problème parce que, avec une population qui baisse, ça rend cette soutenabilité bien plus compliquée, et ils ont moins un besoin fondamental de croissance que nous, puisque sans croissance économique, ils arrivent à maintenir un taux de chômage relativement faible. Et apparemment, ils travaillent plus aussi. Non, ils travaillent. C'est une étude du Figaro. Pas du Figaro. Non, c'est un rapport de CE-REC-Code repris par le Figaro. Mais on voit bien que si on prend l'année de 2003 à aujourd'hui, la baisse du temps de travail, mais c'est dans le rapport de CE-REC-Code, a été bien plus forte en Allemagne. Ils ont baissé de 8% leur durée du travail, quand en France, on l'a baissé que de 2%. Donc, ils ont quand même 3% de croissance l'année dernière. Alors, oui, mais si tu regardes ça, oui, mais parce qu'ils ont fait en 2009 moins 5. Ils ont fait moins 5 en 2009. Donc, c'est un fait de rattrapage. Il y a du rattrapage, mais il n'y a pas du rattrapage. Non, mais je suis d'accord. Mais alors, après, il me semble, ce qu'on peut essayer de prendre des Allemands, c'est plutôt leur modèle de négociation salariale et de négociation et de corps intermédiaire qui est puissant et qui permet de mettre en place des réformes qui sont sans doute douloureuses, mais en France, ça sera impossible à mettre en œuvre parce qu'on a ce corps intermédiaire qui est complètement inexistant, et de toute manière, il est complètement inconcevable de faire le chômage partiel à l'allemande en France. Il est inconcevable de réduire les salaires comme en Allemagne. Les 35 heures aussi, de les abolir. Mais encore une fois, je pense que le problème n'est pas un problème de temps de travail. Si on le fait de façon plus rigoureuse. Donc vous pensez par exemple que les 35 heures n'ont pas handicapé la France? Non, absolument pas. Parce que, non, tous les pays se sont mis à réduire le temps de travail. Il y a un modèle français qui était l'unique à le faire par le temps complet, c'est-à-dire par la durée légale. Les autres l'ont fait par le temps partiel et l'incitation au temps partiel. Qu'est-ce qui est mieux? Ça, on peut en discuter. Mais on voit bien qu'en Allemagne, du coup, depuis 2009, c'était encore dans le rapport avec ces codes, tous les emplois créés l'ont été à temps partiel. Donc, c'est une précarité du marché du travail, une dualité du marché du travail entre des personnes qui sont à temps complet, qui travaillent 40 heures, et à temps partiel, qui travaillent que 18 heures, avec un temps partiel subi qui explose en Allemagne. Je ne suis pas sûr que ce soit un très bon modèle à suivre. Christian Saint-Etienne, très rapidement, parce qu'on arrive au terme de ce débat, est-ce que finalement, on n'en arrive pas? Vous avez toujours parlé, vous, de cette Europe presque à deux vitesses, avec un euro du Nord et un euro du Sud. Est-ce que finalement on n'y arrive pas aujourd'hui? Est-ce que la France finalement n'est pas aujourd'hui dans les pays du Sud, à ranger du côté des pays du Sud? Effectivement, quand j'ai sorti la fin de l'euro il y a 3 ans et demi, on m'a dit que j'étais fou et on est en train d'arriver. Mais vous n'êtes pas très optimiste tous autour de cette table. Si on recoupe tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, en fait, on n'a pas parlé de la crise de gouvernance, parce qu'en réalité, la crise de l'Europe, c'est moins une crise économique qu'une crise de gouvernance. Si demain on réglait la crise de gouvernance, il n'y a plus de crise économique, puisque si vous prenez les chiffres macroéconomiques de la zone euro, ils sont infiniment meilleurs que ceux des pays anglo-saxons. Et en réalité, nous souffrons de 2 séries de maux. On n'a pas le temps de les développer. Mais la première série de maux, c'est qu'on a créé l'euro sans les conditions de réussite d'une monnaie, puisqu'il n'y a pas de gouvernement économique, il n'y a pas de budget fédéral de la zone euro, et il n'y a pas de coordination fiscale et sociale au sein de la zone, contrairement à ce qui existe aux États-Unis d'Amérique, où aux États-Unis, les principaux programmes fiscaux et sociaux sont fédéraux. Donc ici, on doit aller vers une fédéralisation de la zone, sinon on aura un éclatement. Ça, c'est le premier problème qui est absolument majeur, qui est le problème à résoudre dans les mois qui viennent, sinon on aura des chocs politiques et sociaux d'une violence inouïe. Et le deuxième problème qu'on vient de toucher sur l'Allemagne, c'est que l'Allemagne, il y a bien sûr des problèmes de non-coopération, mais ça s'est pas totalement fait comme ça. Il faut rappeler qu'au milieu des années 90, c'était l'Allemagne qui était malade et la France qui allait bien. Nous avions des excédents extérieurs et l'Allemagne des déficits. Et à ce moment-là, les Allemands se sont mis autour d'une table et ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait? Et il y a eu un accord, et je suis d'accord avec Éric sur ce point, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas transposer. Et il y a eu un accord entre employeurs et employés et le gouvernement pour retrouver une compétitivité de l'appareil de production allemand. Et ils ont retrouvé cette compétitivité. Mais comme au même moment, nous avons mené une politique de développement par la consommation à crédit, nous sommes devenus le principal marché. Et donc aujourd'hui, on est dans une contradiction, mais qui ne peut être résolue qu'en résolvant la crise de gouvernance. Et donc ces problèmes sont devant nous, mais dans les mois et les semaines qui viennent. Merci beaucoup. Merci Christian Saint-Etienne, merci Christian de Boissieu, merci à Éric Heyer et à Cédric Durand d'être venus sur le plateau de France 24. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, pardonnez-moi. Je vous retrouve demain, 19h, 10h de Paris pour un nouveau débat sur France 24.